Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du Bluecast, un podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Je suis Nathan et pour cet épisode nous allons parler du wokisme. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Corentin Dessal, directeur scientifique au Centre Jean Gol, qui sort une nouvelle étude sur le sujet. Corentin, bonjour. Bonjour Nathan, merci beaucoup en tout cas de m'inviter. Je suis vraiment très honoré d'être l'invité de la Fédération des étudiants libéraux. Alors pour commencer, qu'est-ce qui a poussé le Centre Jean Gol à vouloir sortir une étude sur le wokisme ? Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce sujet. On en a fait une grosse il y a 2 ans qui avait créé pas mal de scandales. Analyse qui avait elle-même été précédée par une dizaine d'autres analyses sur des sujets plus spécifiques comme l'écriture inclusive, comme le privilège blanc, l'intersectionnalité des luttes, etc. Et donc c'est un domaine qui nous intéresse très fort parce qu'on considère que c'est à la fois un mouvement social émancipateur, et en soi nous évidemment on est très partisans évidemment de tout ce qui peut faire l'émancipation, mais la tragédie de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui s'est retourné sur soi-même en fait, et qui d'une certaine façon finit par nier les idéaux pour lesquels il prétend lutter, quoi. Et donc on a eu quand même pas mal de contestations suite à cette étude, mais ça a eu le mérite d'ouvrir un débat. Et je me suis dit que ça serait intéressant de refaire un peu le point et de définir encore plus précisément de quoi il s'agit lorsqu'on parle de wokisme, parce que c'est un reproche qu'on nous a souvent adressé en disant tiens, mais vous vous adressez à quelque chose qui n'est pas très défini et qui peut-être même n'existe pas. Mais alors, pour peut-être commencer par une définition de ce qu'est le wokisme, quelle est la définition du wokisme que défend le Centre Jean Gol ? C'est-à-dire que la version à laquelle moi j'ai essayé d'arriver en la synthétisant, je vous dis en une phrase et puis je détaillerai, si vous voulez bien, les 4 points différents, parce que je pense qu'il y a 4 éléments dans le wokisme. C'est en fait une théorie qui, reposant sur la croyance obsessionnelle que notre société serait structurée par une domination omniprésente, invisible et même inconsciente d'une minorité privilégiée sur le reste de la population, poursuit avec une détermination inébranlable l'éradication systématique et méthodique de cette domination par divers moyens, en ce compris en recourant à la discrimination. Et le problème, c'est que par son radicalisme et par son rejet de l'universalisme, mais on va revenir là-dessus, le wokisme met en péril, je pense, la cohésion sociale et détricote toute une série d'acquis égalitaires de ces derniers siècles, en fait. Et à ce titre-là, on considère que c'est une sorte de régression sociale par rapport aux idéaux émancipateurs de la tradition libérale. Alors si vous voulez bien, on peut peut-être reprendre les éléments, parce que je crois que c'est important de bien comprendre de quoi il s'agit pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on désigne un peu tout et n'importe quoi, puisqu'évidemment le libéralisme est toujours en interaction avec beaucoup d'autres théories avec lesquelles il a parfois des points communs, et beaucoup d'autres doctrines politiques, que ce soit l'écologie, que ce soit le socialisme, que ce soit la pensée socio-chrétienne, etc. Même le communisme, on a effectivement des débats. Ici, on ne confond pas ça avec toute une série d'autres doctrines, mais on a quand même essayé de théoriser quelque chose qui est un mouvement donc, qui vient évidemment des États-Unis. Et encore une fois, la raison pour laquelle on le poursuit, c'est qu'on a effectivement l'impression qu'il y a une forme de régression par rapport aux idéaux émancipateurs. Pour devancer déjà un petit peu les objections qu'on formule généralement par rapport au Centre Jean Gol et au mouvement réformateur de façon plus générale contre nous lorsqu'on critique le wokisme, nous on tient à réaffirmer que depuis toujours, dans notre tradition, tant la tradition libérale il y a plusieurs siècles que l'histoire de notre parti libéral, qui est quand même un des plus vieux, si pas le plus vieux parti d'Europe continentale, le plus vieux parti d'Europe étant, quand on comprend l'Angleterre, le parti libéral anglais. Mais donc, dans notre parti, on a toujours été très à l'avant-poste et à la pointe du combat pour l'émancipation. C'est vraiment le projet d'Emmanuel Kant qui consiste à dire, tiens, mais il faut émanciper les gens, il faut faire sortir les gens de leur minorité pour que les gens puissent être libres et responsables, que ça soit hommes ou femmes. Et c'était un long mouvement. Au tout début, on s'est battu quand même très fort contre l'Église catholique. Bon, c'était le combat pour une école libre, etc. On a eu effectivement un combat qui a été mené en parallèle avec les socialistes, puisqu'à ce niveau-là, eux aussi, c'était quand même des gens, malgré tout ce qui nous divise, on a ce point de vue commun de l'émancipation. Et ce combat, il a été mené effectivement en grande partie contre l'Église, et puis il a aussi été mené pour le suffrage universel. Quand on regarde un petit peu Paul Janson, qui est un grand libéral dans notre tradition et dans notre parti, c'est quand même le père du suffrage universel. Quand on regarde aussi la première femme présidente de parti de l'histoire de la Belgique, c'est Jeanne Brigotte, qui est une femme libérale, c'est pas Antoinette Spaak, qui est aussi une femme admirable, mais qui était donc la présidente de ce qu'on appelait FDF, qui était l'ancêtre de Défi, mais ça c'était donc 30 ans plus tard. Et puis
qui est la première femme première ministre de l'histoire de la Belgique, comme on le sait tous, c'est évidemment une libérale, à savoir Sophie Wilmès. Quand on regarde aussi qui a créé la sécurité sociale, donc l'ONSS, les libéraux n'étaient pas les seuls, mais à la table, des gens qui ont créé ça juste le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez Roger Mott, qui était un ancien président de parti libéral, un bruxellois, qui avait vécu dans la résistance en Angleterre, qui avait beaucoup fréquenté durant la Deuxième Guerre mondiale Lord Beveridge. Beveridge est en fait un des pères de la sécurité sociale. C'est un lord britannique, anglais, libéral. Du côté allemand, vous avez Bismarck, mais c'est donc les deux grandes sources de la sécurité sociale. Donc, globalement, on ne peut pas accuser les libéraux de conservatisme ou d'avoir toujours voulu défendre ou se battre contre tout ce qui allait en l'encontre de l'égalisation. Alors, pour revenir effectivement à la définition du wokisme, je dis ça assez rapidement, il y a 4 éléments. Donc, il y a d'abord cette pratique, premier élément, ou cet ensemble d'actes qui repose, comme je l'ai dit, sur ces croyances obsessionnelles que notre société serait structurée par une domination. Donc on croit qu'il y a une forme de domination de l'Occident par rapport au tiers-monde, ou alors de l'homme blanc par rapport au non-blanc, ou de l'homme par rapport à la femme, ou des hétérosexuels par rapport aux homosexuels, ou des cisgenres par rapport aux transgenres, ou encore de l'homme productiviste occidental par rapport à la nature qu'il exploite de façon éhontée, etc. Ou alors l'exploitation des vieux sur les jeunes, ou cette domination qui aurait des riches sur les pauvres, etc. Donc il y a vraiment cette croyance, c'est le premier élément, d'une domination. Deuxième élément, on croit que cette domination, selon cette théorie, elle est assez insidieuse, c'est-à-dire assez difficile à cerner, parce que ce qui fait toute sa spécificité, c'est qu'en grande partie, elle serait inconsciente, selon cette théorie. C'est-à-dire qu'on a beau croire, selon cette théorie, qu'on n'est pas raciste, on va dire non, moi pas du tout, etc. Mais en fait, on est dans un système qui assure une domination raciste sur les personnes qui ne sont pas blanches et qui sont d'office discriminées à l'embauche. Et malgré notre croyance, ces gens sont quand même discriminés, sont quand même opprimés. Je tiens à dire qu'effectivement, il y a dans cette théorie des éléments de vérité. Donc c'est ça qui est assez complexe, mais bon, je pense qu'elle est formulée de façon tellement radicale parce qu'elle postule que tous les blancs, parce qu'ils sont blancs, seraient racistes, ainsi que tous les hommes, parce qu'ils sont hommes, seraient sexistes en fait. Donc, sans même le savoir, les hommes se comporteraient de façon sexiste par rapport aux femmes, et il n'y a pas de rédemption par rapport à ça. On peut juste en prendre conscience à un moment donné, nous les oppresseurs, et s'excuser, et essayer de lutter contre cette théorie appelle les privilèges, mais on a aussi surtout le droit de se taire, parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, ce que c'est la violence faite aux femmes, puisqu'on n'est pas une femme, si on n'est pas une femme. On ne peut pas comprendre ce que c'est le racisme, puisque en tant que personne blanche, on n'aurait normalement jamais été l'objet de racisme, etc. Et donc, ça, c'est le deuxième élément, c'est qu'il y a une dimension inconsciente dans cette domination. Troisième élément, c'est que, sur base de ça, il y a cette volonté d'éveiller les personnes dominées. C'est de là que vient d'ailleurs le mot « woke », en fait, c'est faire éveillé, donc il y a toute une histoire, mais je vais rentrer dans le détail parce que ça sera un petit peu long, c'est né ça sur les campus américains, et au départ, évidemment, les gens se revendiquaient du wokisme. Aujourd'hui, les personnes, et ça on en parlera un peu plus tard, qui partagent largement toutes ces idées, et qui sont quand même très très courantes, on a tous entendu, refusent de s'appeler wokistes parce que pour toute une série de raisons sur lesquelles on reviendra, ils ne s'identifient pas à ça alors qu'ils partagent largement ce corpus. Mais donc il y a cette troisième idée, donc il y a un éveil qui est nécessaire. Il faut éveiller, si vous voulez, les personnes dominées au fait qu'elles sont dominées et qu'elles doivent lutter. Il faut aussi éveiller, d'une certaine façon, les dominateurs, puisque beaucoup d'entre eux, ou d'entre nous, disons, ne sommes pas conscients, ne serions pas conscients qu'on domine, en fait, quoi. C'est une idée de prise de conscience. Donc cette idée de prise de conscience, elle remonte un peu aux communistes, aux marxistes des années 50, 60, 40, où on éduquait les masses, on allait dans les usines pour dire, tiens, mais vous savez, vous êtes dominés, il y a une chose que Karl Marx a écrit qui s'appelle la lutte des classes, il faut que vous vous rébelliez contre le patronat, contre le système capitaliste, etc. Et tout ça vient un petit peu d'ici, de cette tendance-là, et d'une certaine façon, des gens comme le PTB continue un peu ce combat des marxistes puisqu'ils vont en infiltrant la FGTB dans les usines pour faire ce même travail. Et c'est d'ailleurs pas étonnant de voir que parmi les partis, il y a surtout Écolo, mais le PTB aussi,
sont des gens qui ont très fortement et très rapidement adopté cette doctrine wokiste, puisqu'elle ressemble très très fort évidemment à des pratiques qu'ils ont l'habitude de mener. Alors cette pratique, comme je le disais, donc c'est le troisième élément, on veut éveiller, mais on ne va pas faire simplement éveiller, il faut agir. Donc toujours dans ce troisième élément, il y a cette idée qu'il faut poursuivre avec une détermination inébranlable l'éradication systématique de cette domination occidentale. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Je veux dire, le fait d'avoir des combats menés de lutte, c'est quelque chose qui en soi est très noble, et on a tous nos luttes, le Parti libéral et tous les partis démocratiques, c'est normal. Mais ici, comme tout, d'une certaine façon, est pourri, selon cette conception, c'est-à-dire la domination est omniprésente, on n'est même pas conscient qu'on domine, il faut forcément renverser l'ordre établi. Et donc, ça doit se faire à travers toute une série d'actions, que ça soit des pressions, des accusations, des choses plus légères, donc par exemple utiliser l'écriture inclusive ou parler de l'exploitation coloniale. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a des éléments qui sont pertinents dans cette analyse, mais elle est tellement radicale et elle recourt à des moyens tellement extrêmes qu'elle en est devenue dangereuse et qu'elle s'est retournée contre elle-même. Mais donc, il y a aussi des intimidations, des sabotages de réunions, des sabotages de conférences, de colloques, d'expositions. On va jeter de la peinture sur des œuvres d'art, on va faire des délations, des pétitions, on va exiger que tel ou tel professeur soit renvoyé, on va faire... Donc, ça, c'est encore le troisième point. Et le quatrième point, ça, c'est quand on franchit vraiment une limite qui fait que je pense qu'à ce moment-là, ce phénomène, si ce quatrième point présent, doit être condamné et même poursuivi en justice, c'est lorsque on recourt à la discrimination pour lutter contre la discrimination, qu'on recourt au racisme pour lutter contre le racisme, qu'on recourt à la violence pour lutter contre la violence, qu'on recourt au sexisme pour lutter contre le sexisme. Et donc là, pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Parce que quand vous faites ça, vous créez effectivement un ressentiment plutôt, vous créez un sentiment de haine, et ça peut déboucher sur la violence, le racisme et le sexisme, et je crois malheureusement que c'est quelque chose auquel on assiste depuis quelques mois, voire un an ou deux. Quand je vois un petit peu la conférence qu'on a organisée à l'ULB, on a fait quand même une centaine de personnes qui ont agressé les secrétaires du centre Jean Gol qui faisaient juste l'accueil. Ils ont lancé des fumigènes, ils ont même fait brûler les vêtements d'une personne en lançant des fumigènes. Enfin, quand vous regardez, et je ne parle pas simplement évidemment de la Belgique, de la violence qu'il y a eu à l'Institut de sciences politiques à Paris, vous voyez aussi de la violence qui s'est déclenchée sur les campus aux États-Unis et auquel justement quelqu'un comme Donald Trump peut réglementer, avec toutes les critiques qu'on peut avoir contre ce président qui n'est pas très recommandable, mais il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui d'une violence quand même inouïe, alors qui est complexe, puisqu'il y a aussi le conflit israélo-palestinien qui est importé chez nous, mais il y a une forme de convergence des luttes qui a été rendue possible par une sorte de division, alors que même si, évidemment, on est toujours dans une société où il y a des problèmes, où l'égalité des sexes n'est pas encore absolue, il y a encore des inégalités salariales, il y a encore des femmes qui font face à ce qu'on appelle des plafonds de verre, il y a encore beaucoup de combats à mener. On vit quand même dans une société qui, si des gens qui ont lutté pour les droits civiques dans les années 50 et 60 du siècle passé, par un mécanisme de voyage dans le temps, tombaient tout d'un coup dans notre société, ils seraient quand même tout à fait ébahis de voir que la quasi-totalité des combats pour lesquels ils ont œuvré sont plus ou moins aboutis. Alors, ce n'est pas directement le cas, mais l'analyse wokiste, elle, est un petit peu en déphasage, voire en déphasage total avec la réalité. Elle est en fait, je crois même assez ignorante de l'évolution qui a été faite depuis 50 ou 60 ans en pas mal de matières, et on a l'impression qu'à les écouter, qu'on serait l'une des pires sociétés qui ait jamais existé, une des sociétés les plus violentes, où le viol collectif est monnaie courante, enfin bon, j'exagère un petit peu, mais globalement, à les écouter, on vit une société catastrophiste, raciste, inégalitaire, alors que, sans nier le fait qu'il y a toujours des combats, il faut voir qu'il y a beaucoup de progrès, mais qu'au contraire, justement, malheureusement, et je terminerai par là, le combat wokiste, par sa radicalité, fait ressurgir une forme de violence et qu'à ce niveau-là, même si la plupart des gens qui croient à ces idées sont de bonne foi et sont vraiment des gens qui veulent que les choses aillent mieux, on peut considérer que le wokisme est un peu le frère jumeau de l'extrême droite, puisque d'une certaine façon, chaque fois qu'avec ses outrances, il conteste un certain nombre de choses, il envoie, comme disait Philippe Val, qui est l'ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, il envoie des wagons entiers en direction des partis d'extrême droite, en fait, quoi. Et que d'une certaine façon, on pourrait se dire que l'élection de Donald Trump, ce mandat-ci, mais il y a aussi malheureusement au premier mandat, serait peut-être une forme de réaction à, en grande partie, un discours très radical qui aurait donné naissance
même s'il y a d'autres causes, des causes plus importantes, socio-économiques, etc., mais en partie donné naissance à un mouvement radical dans l'autre sens. Merci beaucoup. Je pense qu'avec cette définition, on peut clairement comprendre ce qu'est aujourd'hui le wokisme, ou du moins la version et la définition défendue par le Centre Jean Gol et par toi aussi. C'est vrai que finalement, la gauche, des partis comme Écolo, le PTB, le PS aussi pour certaines branches, continue à objecter l'existence du wokisme en disant par exemple que le wokisme n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces affirmations ? En fait, le wokisme existe, mais ce qui est vrai dans cette objection, c'est qu'il ne s'agit pas d'un mouvement très structuré, avec une Bible, avec un mouvement à partie, avec des gens qui s'assument en tant que tels comme ça. Il n'y a pas de charte du wokisme, il n'y a pas d'international du wokisme, évidemment. Moi, je ne crois pas évidemment aux théories du complot. Par contre, je pense qu'il y a un mouvement de pensée dont la thèse principale, encore une fois, est la domination structurelle qui doit être combattue et dans lequel il y a évidemment toutes des victimes qui doivent être secourues. Et ces thèses sont partagées par un très grand nombre d'acteurs engagés dans pas mal de luttes différentes, en fait. C'est une forme de convergence des luttes, comme je le disais, c'est le terme même de Kimberlé Crenshaw, qui est en fait une des grandes théoriciennes du wokisme, qui a parlé effectivement de l'intersectionnalité des luttes. Et globalement, cette idée, elle est née, on pourrait dire, une forme de religion, quoique c'est un peu excessif, puisqu'il y a quand même une structuration intellectuelle qui d'ailleurs, encore une fois, est intéressante. Elle est née dans les années 80 dans les campus américains. Et elles sont issues de toute une série de travaux, ce qu'on appelle en anglais les studies, de toute une série de professeurs qui travaillaient et qui travaillent encore sur des champs intellectuels qui, en soi, historiquement, sont assez intéressants. Vous avez la Critical Race Theory, les Cultural Studies, les Women Studies, les Black Studies, les African Studies, les American Studies, les Gender Studies, les Cultural Studies, les Grievance Studies, donc l'étude des doléances, la Queer Theory, la Witness Studies, donc les études sur la blanchéité, les Subaltern Studies. Donc vous avez beaucoup de courants et beaucoup de campus qui ont travaillé très activement. Et vous avez un très grand nombre d'acteurs, pour citer que quelques-uns dans chacun de ces domaines respectifs. Il y a d'abord la théorie du genre, dont la prêtresse, si vous voulez, est un peu Judith Butler. Il y a aussi Anne Fausto-Sterling. Il y a la théorie décoloniale, ça c'est Ibram Kendi, ou D'Angelo, ou Pape Ndiaye. En France, Éric Fassin. Pour l'intersectionnalité, j'en ai déjà parlé, il y a Kimberlé Crenshaw. Pour la théorie postcoloniale, vous avez Homi Bhabha, etc. Donc, vous avez quand même toute une série d'auteurs dont on peut consulter les livres. Et donc, le fait de dire que le wokisme n'existe pas, ça ne résiste pas à l'examen un peu des faits objectifs lorsque vous vous intéressez un tout petit peu au sujet en question. Et donc, ces thèses, encore une fois, elles jouent un réel intérêt intellectuel, mais elles n'ont pas, à proprement parler, un caractère authentiquement scientifique. C'est-à-dire qu'elles sont contestées, elles sont des généralisations assez abusives sur un certain nombre de choses. Parfois, elles mettent à jour un certain nombre de phénomènes, de choses qui, je crois, sont vraies. Mais le problème, c'est que c'est un mouvement qui s'est assez fort radicalisé et qui s'est un peu fermé sur lui-même, qui s'est fermé un peu aux critiques, et que ceux qui les critiquent, généralement, ont été accusés, justement, de vouloir défendre cette domination. Parce que si vous critiquez cette théorie, c'est que vous avez un intérêt à le faire. Et si vous avez l'intérêt à le faire, c'est parce que vous êtes vous-même un dominant. Donc, en fait, c'est ça qui ôte une bonne partie du caractère scientifique de ces théories, parce que, je le précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est vraiment prouvé aussi clairement que des lois de la physique. Ça déforce un petit peu ce mouvement qui ne se remet pas énormément en cause, à un point tel qu'évidemment, il y a eu même une fois, c'est même arrivé plusieurs fois, mais il y a eu une fois qui était assez fameuse, un canular qui a été fait par des chercheurs qui, eux, n'étaient pas woke, et qui ont soumis toute une série d'articles tout à fait fantaisistes à des revues woke et qui ont vu ces articles publiés pour montrer qu'effectivement les peer reviews n'étaient pas vraiment pertinents. Donc il y a notamment un qui concerne la culture du viol canin dans les parcs de Portland, donc le fait que les chiens violent d'autres chiens, ou la nécessité de créer une catégorie de bodybuilding pour les obèses, et ça a été remis à des revues universitaires qui ont publié ces choses-là alors que c'était une supercherie. Il y a même eu un truc encore plus dingue, c'est que quelqu'un a réussi à même faire publier plusieurs pages de Mein Kampf d'Adolf Hitler, mais en remplaçant le mot juif par le mot mâle blanc dominant. Et c'est quand même une caractéristique aussi de ce mouvement, c'est qu'il est quand même assez haineux et assez revendicatif en fait. Et comme je le disais, donc c'est un mouvement qui se retrouve dans beaucoup d'associations aujourd'hui, dans le monde politique aussi, dans les médias. J'ai parlé de PTB, Raoul Debo reprend souvent cette théorie du racisme structurel,
C'était même d'ailleurs le plan antiracisme de la région bruxelloise il y a quelques années, en 2023 je pense, que le MR a refusé de voter. On a refusé de voter le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Non pas évidemment parce qu'on serait contre l'antiracisme et l'antisémitisme, bien au contraire, mais parce qu'il y avait toute une série de ces théories wokistes qui conduisaient par exemple, au nom de la domination, enfin de la lutte contre la domination, à enlever par exemple toutes les fresques des BD sur les murs de Bruxelles ou qui conduisaient à développer des ateliers d'études sur la blanchéité, et donc en fait des théories purement et simplement racistes puisqu'on attribuait aux Blancs toute une série d'intentions malveillantes, inconscientes, et ça effectivement les députés bruxellois ont refusé évidemment de cautionner ça, ils ont voulu l'amender parce que évidemment c'est nécessaire, mais ne pas cautionner cette théorie de racisme structurel qui, si on la prend au sérieux, ne peut aboutir on ne peut aboutir à une solution qu'en supprimant l'ordre social tout entier, quoi. C'est vrai qu'avec ces études sur la blanchéité, on se rapproche vraiment de la vision que Adolf Hitler avait des Juifs, comme donc des chercheurs avaient réussi à faire publier des pages contre le racisme anti-blanc. Donc on voit vraiment que c'est parfois un peu tiré par les cheveux comme... C'est ça. Mais ça, c'est dans sa version la plus excessive, en fait. Parce que vous avez, c'est un gros mouvement, en fait. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui croient aux thèses wokistes et qui le sont de bonne foi. Et moi, a priori, quand je ne m'intéressais pas encore tout à fait à ces questions, je t'ai intéressé. Et voilà. Mais la plupart des gens qui croient à ça ne sont pas des gens qui sont hostiles ou agressifs, etc. Mais encore une fois, c'est un mouvement qui part de bonne intention, de vouloir aller vers plus d'égalité, mais qui, pour un certain nombre de raisons qu'on va détailler un peu plus tard, finit par dégénérer malheureusement en fait. Ici, en parallèle des gens qui disent directement que le wokisme n'existe purement pas, il y en a aussi qui dénoncent le fait que le wokisme, finalement, c'est l'expression d'un fantasme des privilégiés qui ont peur de perdre leurs privilèges. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une mécompréhension importante ici, puisque le projet libéral, il est né par la volonté d'abolir les privilèges. Globalement, dans cette constitution, c'est avant tout l'abolition des privilèges féodaux de l'ordre féodal, et c'est là le triomphe, entre guillemets, de la consécration politique du libéralisme, elle naît sur les cendres des privilèges. Donc, globalement, on a toujours lutté, je ne vais pas revenir à ce que je disais tout à l'heure, avec le suffrage universel de François Janson, de Paul Janson, etc. Rappelons quand même que les libéraux ont été extrêmement actifs, en tout cas une majorité des députés libéraux, contre le colonialisme, à l'époque où le Congo a été repris par la Belgique, puisqu'au départ c'était une possession de Léopold II. Vous aviez quand même des toutes grandes figures, notamment Walter Frère-Orban, qui était d'ailleurs le Premier ministre à cette époque-là, et qui disait au roi qu'il devait renoncer à ces possessions. En tout cas, les Belges n'avaient aucune envie de... C'est surtout les catholiques qui ont œuvré à ce que cette colonie soit reprise, mais donc nous, c'était tout à fait contradictoire avec nos convictions, donc on s'est opposé assez fortement au colonialisme à cette époque-là, quoi. Donc, en fait, l'idée d'avoir des privilèges, c'est quand même contraire à l'idée libérale, et d'une certaine façon, je crois que ce que les gens qui nous reprochent ça, c'est surtout une forme d'ignorance de ce que c'est pour nous le libéralisme, en fait. Une autre objection que les gens peuvent faire à notre vision du wokisme, donc notre vision du libéralisme est profondément universaliste. On veut que tout s'applique à tout le monde, peu importe la couleur de peau, le sexe, l'attirance sexuelle, le genre, etc. Et eux prétendent que notre universalisme n'existe pas et que c'est plutôt un universalisme situé. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est assez présent chez eux. Mais encore une fois, il y a eu différentes versions du wokisme. C'est un discours relativiste, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à l'existence de vérité et de valeurs universelles. Pour eux, tout dépend un peu du contexte et chaque société a pu engendrer des constructions sociales qui sont respectables. Et jusqu'à là, moi, je suis assez d'accord. Mais il y a quand même un certain nombre de valeurs, selon nous, et c'est au fondement du libéralisme, qui sont universelles, qui valent en tout temps et tout lieu. Notamment le fait que les hommes et les femmes, par exemple, sont égaux. Notamment le fait qu'on a tous des libertés fondamentales qui doivent être respectées. Notamment le fait que voilà, il y a un certain nombre de mécanismes qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres pour gérer l'économie, l'économie de marché, qui implique aussi une liberté d'association, une liberté des échanges, une liberté d'aller et vivre dans un autre pays ou de quitter le sien si on ne s'y plaît pas, etc. Donc,
En fait, cette prétention à l'universalisme n'est pas purement factice, et c'est normal qu'il y ait des critiques par rapport au discours universaliste. Ça existe depuis aussi longtemps que le discours universaliste est né, depuis la Révolution française. Ça existait déjà d'une certaine façon à l'époque de la Grèce antique, où il y avait cette parenthèse universaliste. Il y avait déjà des sophistes qui contestaient ça, et c'est d'une certaine façon assez sain cette contestation soit menée, parce qu'encore une fois, dans l'universalisme, il y a aussi des critiques à faire par rapport au fait que l'utilisation du discours universaliste a pu justifier par le passé, notamment le colonialisme en fait. L'homme blanc, entre guillemets, c'est vrai, a fait quand même beaucoup de bêtises, a fait beaucoup de crimes, et même un peu, entre guillemets, je m'excuse d'être un peu vulgaire, un peu de saloperies dans le monde par le passé, en habillant ça, en disant ouais, on va vous apporter la civilisation, on va vous évangéliser, etc. Il y a quand même beaucoup de meurtres, d'exactions, de génocides, etc. qui ont été commis au nom de ces valeurs universelles, et c'est normal qu'on ait un discours un peu méfiant. Ça n'empêche quand même que ce discours universel existe, et que ces vérités, et qu'il y a des valeurs universelles de la même façon qu'il y a des vérités scientifiques comme les lois de Newton, mais qui, encore une fois, c'est encore un autre débat, mais elles peuvent toujours être réélaborées, et peut-être on peut découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est l'épistémologie qui dit qu'il n'y a jamais de vérité totalement acquise. Il y a peut-être des nouvelles découvertes. De la même façon, il existe aussi des vérités et des valeurs universelles, celles dont je parlais tout à l'heure, alors que du côté des wokismes, il y a plutôt cette idée que tout est particulier, et que d'une certaine façon, le particularisme des woke, c'est qu'ils réduisent généralement l'individu à sa couleur, à son sexe, à son âge, à sa religion, à sa classe sociale, et on voit se redévelopper quelque chose qui, moi, m'a toujours semblé un peu malsain, contre lequel le libéralisme s'est toujours battu, c'est la question des identités. Le fait de dire que parce qu'on a une identité, on fait partie d'un groupe, et on doit avoir des droits spécifiques à ces groupes. En fait, non. Nous, on a toujours été opposés à ça. On se dit, les droits doivent être les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas des droits des femmes d'un côté et des droits des hommes de l'autre côté. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Et le combat féministe, je pense que quand on est un vrai libéral, on doit être féministe. Le combat féministe est pour faire en sorte que ces droits soient consacrés à tout le monde, que ce soit les hommes et les femmes, mais pas de faire de distinction entre les deux. À ce titre-là, quelqu'un comme Simone de Beauvoir était effectivement une vraie féministe, celle qui a écrit donc le deuxième siècle. Elle ne faisait pas de différence entre les hommes et les femmes. Elle disait effectivement précisément, on ne naît pas femme, on le devient. Et donc, il y a plein de manières d'être femme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une naissance féminine avec un rôle bien assigné, tout comme l'essence masculine, c'est quelque chose qui s'invente constamment. Quand vous voyez une autre grande féministe universaliste qui est toujours vivante, qui est Elisabeth Badinter, qui est la femme, une grande intellectuelle qui était mariée à Robert Badinter, qui est la personne qui a aboli la peine de mort en France. Là aussi, elle se bat en raison d'une conception universaliste de la femme. Elle dit que l'instinct maternel n'existe pas. Elle dit que c'est une construction sociale. Les femmes, pas plus que les hommes n'auraient un instinct paternel. Les femmes n'ont pas d'instinct maternel. Ça, c'est animaliser un peu la femme. Il y a évidemment une attirance, une affinité généralement pour les enfants, mais comme un lien affectif qui se crée entre toute personne, quelle qu'elle soit, pas plus les hommes que les femmes, d'une certaine façon. Et c'est à ce titre-là qu'Elisabeth Badinter est très opposée à la nouvelle génération de féministes qui sont beaucoup plus particularistes, en fait, quoi. C'est à ce titre-là que, d'une certaine façon, et c'est un phénomène assez important, qu'elle se bat contre le voile ou qu'elle se bat contre les persécutions des femmes en Iran, ce genre de choses-là. Généralement, les féministes, il ne faut pas généraliser, mais il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, sont assez muettes quand il s'agit de parler du voile ou de l'oppression, ou quand il s'agit, par exemple, des victimes juives des attentats d'octobre, parce que il y a un peu un conflit de valeurs chez les wokistes. Comme leur obsession, c'est avant tout de lutter contre la domination, ils se disent qu'il y a une hiérarchie des luttes. Et donc, comme le disait une célèbre wokiste, lorsque un homme noir viole une femme, il vaut mieux que cette femme ne porte pas plainte parce que ça va déforcer la cause des Noirs, en fait. Alors que c'est horrible de dire ça, évidemment, parce qu'un viol reste un viol, quelle que soit la personne qui viole, quelle que soit la personne qui est violée. Mais c'est parce que, si vous voulez, dans cette idée qu'il y a des dominations et qu'il y a des luttes qu'il faut hiérarchiser, il y a d'abord la priorité de faire en sorte qu'évidemment il y ait une égalité entre les Blancs et les non-Blancs. En plus, au passage, c'est vrai que c'est assez problématique de dire que ces catégories de races dont on avait enfin réussi à se débarrasser ressurgissent en fait avec le wokisme. C'est plus subtil que ça, donc ils ne vont pas dire les blancs et les noirs, ils vont parler des racisés, c'est-à-dire toutes les personnes non blanches, et pour les blancs, ils vont parler de blanchéité.
gros, c'est les blancs. Mais ça peut être aussi des gens de couleur qui adhèrent et participent à la domination. Par exemple, les woke aux États-Unis accusaient Barack Obama, puisqu'il était dans le secteur il faisait partie de la machine dominatrice. On disait que c'était une sorte de noir blanc, en fait, parce qu'il avait été corrompu et il alimentait la machine, en fait, de domination. Mais c'est un vieux procès, hein, donc déjà quand j'étais plus jeune, on parlait des bounty par rapport. C'est ça que j'allais dire, même encore aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, c'est noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Hein, c'est le coco qui est enrobé d'une d'une couche de chocolat. Et vous avez effectivement cette idée qu'il y a quand même en fait plusieurs groupes qui sont irréconciliables et on recrée en fait des clivages qui sont effectivement assez problématiques en fait. Finalement, est-ce que les wokistes ne participeraient pas eux-mêmes à la propre opposition qu'ils font avec ceux qui ne sont pas woke, qui est que comme nous ne sommes pas woke, comme nous ne participons pas au wokisme, nous ne sommes pas comme eux parce que nous nous battons pas contre les inégalités et que donc parce qu'on n'est pas woke, on serait d'office des conservateurs, des réactionnaires, voire même des fachos, comme certains disent. Oui, tout à fait, je crois que c'est une très bonne analyse, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes les critiques qu'ils nous opposent à nous. Il y a parfois aussi ce phénomène un petit peu de l'inversion accusatoire, hein, c'est que parfois des choses qu'on peut se reprocher à nous-mêmes et qu'on ressent peut-être confusément comme étant des choses qu'on pourrait se reprocher, on les projette sur autrui, alors que c'est plutôt nous-mêmes qu'il faudrait qu'on regarde en fait. Et puis il y a aussi, je crois, cette conviction d'appartenir au camp du bien, et que, puisque de la même façon que les marxistes disaient que tout était permis pour renverser la société bourgeoise, toutes les violences, tous les crimes, etc., il fallait ce qu'on appelle une génération sacrifiée, eux se disent, on va leur appliquer tout ce qu'ils nous font subir, et à la rigueur, ils peuvent assumer le fait qu'il y ait une forme de racisme anti-blanc, quoi, en fait. Ils ne vont jamais le reconnaître, parce que pour eux, le racisme anti-blanc, c'est une contradiction dans les termes, puisqu'il faut d'office qu'il y ait domination pour racisme, alors que nous, de manière universaliste, le racisme n'est pas... Ça peut prendre la forme d'une domination, mais le racisme, c'est avant tout le fait, évidemment, qu'il y a une sorte de conviction, d'abord qu'il existe des races, ce qui n'est pas le cas, et d'autre part que des races seraient supérieures à d'autres, en fait, quoi. Et là, le fait, vous avez un certain nombre d'auteurs wokistes ou des gens qui luttent pour le wokisme, qui le font justement en se disant qu'il faut étudier la blanchéité et attribuer toute une série de caractéristiques négatives et moralement critiquables à un ensemble de personnes, c'est effectivement quelque chose qui est purement raciste en fait. Le fait d'être raciste, c'est vraiment de croire à l'existence d'un groupe de gens qui, même n'ayant jamais dit ou fait quoi que ce soit en rapport avec ça, c'est de dire tiens, mais ils ont d'office ces caractéristiques-là. Alors qu'en tant que libéral, je crois qu'un vrai libéral ne peut jamais être raciste parce qu'un vrai libéral ne croit pas à l'existence des groupes. Il croit à l'existence d'associations, de gens qui peuvent durer plus ou moins longtemps, des réseaux d'amis, de familles, des gens qui partagent le même but commun ou même d'un pays, ce genre de choses-là. Mais il ne croit pas à l'existence de groupes qui auraient d'office une essence et des caractéristiques. Ça, c'est la conviction du raciste. Hein, c'est le fait de dire, tiens, mais tous les juifs ont ceci et cela, tous les blancs sont ceci et cela. Et on voit renaître, malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ça qui est triste, avec des bonnes intentions, des croyances selon lesquelles, parce qu'il faut lutter contre la domination, il faut le faire contre un certain... On retrouve cette théorie aussi avec le conflit israélo-palestinien. Beaucoup de gens sont convaincus que d'une certaine façon, le problème, malheureusement, disent-ils, c'est les juifs en fait, quoi. Qu'ils habitent en Israël ou ici, quoi, en fait. Parce qu'ils seront toujours... Et malheureusement, on voit ressurgir, évidemment, ces croyances en raison de cette logique qui a fait sauter le verrou principal, qu'est l'universalisme. En fait, le wokisme, si on peut le synthétiser, c'est un peu le drame qui est arrivé lorsqu'il y a quelques années, la gauche a cessé de croire au discours universel. Au départ, le marxisme est quand même un discours universel à pas mal de points de vue, mais ici, le fait de revenir à des catégories particularistes, c'est quelque chose qui est un discours plutôt de type d'extrême droite, en fait. Et c'est pour ça que je crois que malheureusement, le racisme et l'antisémitisme reviennent plutôt du côté d'extrême gauche, en fait, quoi. L'extrême droite est aussi toujours un problème, hein. Elle ressurgit d'ailleurs en grande partie, puisque comme je le disais, c'est une forme de jumeaux idéologiques. Mais on a parfois l'illusion, et qu'on critique maintenant beaucoup même le maire, on considère qu'il est devenu un parti d'extrême droite, enfin, c'est des accusations qu'on nous adresse, mais ça c'est d'autres raisons. Il y a un peu le somme aussi d'avoir perdu les élections, mais aussi le fait qu'ils cherchent un nouveau discours. Je crois qu'ils se trompent totalement de cible, évidemment. Évidemment, nous, on est tous sauf racistes, comme je viens de l'expliquer, on est tous sauf antisémites, comme je viens de l'expliquer, mais ils ne se rendent pas compte que le diable revient, mais il ne revient pas toujours sur les mêmes habits.
avec les mêmes habits. Et là, le diable, il revient avec les habits de l'extrême gauche, en fait, quoi. Et c'est ça qui est le drame, c'est qu'on voit se dérouler les choses là maintenant, et il faut vraiment plus que jamais lutter contre la résurgence des extrémismes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Est-ce que finalement la culture woke n'est pas un peu une culture totalitaire, ou qui en tout cas prône une espèce de totalitarisme, pardon? Oui, c'était la thèse qui avait été développée dans notre première étude, l'étude de Nadia Gears, ma collègue, qui a attiré pas mal de critiques de la part des gens qui l'avaient lu, et notamment de quelques profs d'université, notamment à l'ULB. On nous a reproché, mais écoutez, c'est absurde, il n'y a pas d'appareil totalitaire répressif en Belgique, etc. Donc je pense qu'il y avait un malentendu ici. Évidemment que la liberté d'expression existe toujours et encore extrêmement bien garantie. Heureusement, il y a juste évidemment tous des procédés de cancel culture et des intimidations, etc. Mais en soi, ce qu'on disait, c'était pas qu'il y avait un appareil totalitaire, évidemment, c'est qu'il y avait des pratiques totalitaires. Et c'est ça que je remarque, de la même façon que les communistes ne voulaient pas discuter avec les bourgeois ou les anticommunistes, donc il y avait cette appellation, on parlait des anticommunistes primaires. Pourquoi ? Pour les raisons que j'expliquais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que si on discute avec quelqu'un qui est contre le communisme, dans l'esprit donc d'un communiste, c'est d'office quelqu'un qui veut empêcher que cette domination prenne fin. De la même façon, les wokistes ne veulent pas discuter avec des gens qui sont considérés à tort comme voulant perpétuer une domination qui peut exister d'une certaine façon, mais certainement pas de façon aussi systématique et outrancière que ce qui est décrit. Et donc, en fait, ici, c'est plutôt des procédés totalitaires qui sont utilisés. C'est le fait de nier, de refuser qu'on puisse discuter avec eux. Comme je le disais, on n'a pas le droit de discuter, si on est blanc, du racisme. On n'a pas le droit de discuter des violences faites aux femmes si on est un homme, etc. Et on n'a pas le droit d'ailleurs même de discuter du wokisme si on n'est pas wokiste, en fait. Et les wokistes n'en discutent pas entre eux parce que pour eux, c'est même pas un mouvement, c'est de l'évidence, en fait. Pour eux, c'est quelque chose qui est normal. Et quand on a fait sortir cette étude, on a vu qu'il y avait un comportement extrêmement méprisant et condescendant par rapport à ça. On disait que l'étude du Centre Jean Gaulle n'avait aucune base, aucune légitimité scientifique, parce qu'elle disait même que ça ne serait même pas reçu à l'université comme une copie d'étudiant. Alors, on avait toute une bibliographie, on avait, je crois, Diaghirs avait fait ça, je crois, dans les règles de l'art, on citait, etc. Peut-être il y a des erreurs, mais nous, on était ouverts aux critiques, à discuter par rapport à ça. Le débat n'a jamais pu s'ouvrir, on n'a jamais voulu s'ouvrir, parce qu'on signalait notre étude avec étude entre guillemets, toujours de façon très bien présente. Il y a eu un colloque qui a été organisé par l'ULB il y a 2 ans, avec quand même une trentaine de professeurs et de chercheurs, qui s'appelait « Anatomie de l'anti-wokisme ». Donc ils ne reconnaissaient pas l'existence du wokisme, mais par contre, ce qui existait, c'était des gens comme nous, qui étaient à peine, on n'avait même pas eu envie de citer notre nom, mais c'était nous qui étions visés, parce qu'on disait qu'il y avait une étude qui était sortie, etc. Et en fait, on était analysé comme comme si c'était évidemment l'expression d'une peur de la droite qui elle-même... Mais en fait, c'était nous qui étions l'objet d'études. Donc, à ce colloque, ils n'ont jamais eu même l'idée de nous inviter pour pouvoir débattre de ce sujet, parce qu'on était un peu comme des rats de laboratoire, qu'on étudiait. C'était un phénomène sociologique, en fait, mais qui n'était même pas digne d'être verbalisé ou thématisé par des auteurs. Bon, maintenant, je vois que les choses ont un petit peu évolué. Je vois qu'à l'RTBF, ils ont fait 1 ou 2 fois des interviews de Nadia Gears, etc. Le débat commence à s'ouvrir, mais c'est pas encore ce qui s'est passé. Donc, on attaque toujours un peu le joueur plutôt que le ballon. Dès qu'on parle de wokisme, on va dire, tiens, mais c'est pas scientifique, ou ces gens sont d'extrême droite, ou ce genre, plutôt que de débattre du sujet en question. Tu l'as dit plus tôt, mais il y a quand même une base positive, une base qui veut le bien de tout le monde dans le wokisme. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attaquer les dérives et les excès du wokisme plutôt que le wokisme en lui-même ? Et je crois que le problème, c'est que c'est le wokisme lui-même qui est excessif. On pourrait se dire, tiens, mais oui, il y a des dérives, il y a des excès. En fait, la thèse principale de la domination omniprésente, c'est vraiment le cœur de l'idéologie wokiste. Alors, je le disais aussi, et c'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, je pense, il y a des aspects intéressants d'un point de vue historique. Moi, j'ai vécu 1 an en Angleterre quand j'étudiais à l'université d'Oxford, et c'est là, à ce moment-là, déjà il y a 20 ans, que j'ai commencé à découvrir un peu toutes ces théories. Quand je retourne en Angleterre, ou parfois quand je vais aux États-Unis, j'aime toujours bien aller dans les librairies,
parce que vous avez au moins 3 ou 4 étagères consacrées aux dernières cultural studies, ce genre de choses-là. Et j'aime bien étudier telle ou telle période de l'histoire, vue avec cette... Je ne crois pas tellement à cet angle d'analyse, mais il y a toujours des faits qui sont relevés. Donc, dans tous les courants de pensée, que ce soit le marxisme, que ce soit l'écologie, il y a toujours un fond de vérité. Donc, en soi, c'est intéressant. Mais là, la théorie elle-même, telle qu'elle existe d'un point de vue politique et qu'elle est partagée par les gens, elle ne peut générer que ses propres excès. Et c'est ce qu'on appelle ces excès ici ne sont rien d'autre que des conséquences logiques de cette croyance qui est elle-même excessive. Et alors, en quelques mots, quels sont les dangers du wokisme? Pourquoi est-ce que le wokisme est dangereux? Et aussi, comment combattre ces effets-là? En fait, il y a beaucoup de dangers dans l'étude, mais je ne vais pas les énumérer, mais j'en liste une bonne quinzaine. Ce qu'il faut comprendre en fait de façon plus globale en fait, c'est que c'est quelque chose qui, à première vue, on pourrait se dire bon, c'est un peu délirant tous ces trucs, on pourrait hausser les épaules en se disant bon, si les gens veulent croire à ça, pourquoi pas. Mais comme il y a un projet quand même très militant et une intervention pour pouvoir interdire des conférences, pour pouvoir essayer de faire virer des gens, parfois avec succès, de tel ou tel poste, leur priver du droit de parole, faire subir même des violences à des gens, parfois même des menaces de mort. Je crois que c'est un phénomène qui est assez dangereux. Il y a ce relativisme intellectuel et moral dont je parlais, sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui fait considérer que parfois, d'une certaine façon, dans ces théories les plus extrêmes, que comme c'est un outil de reproduction sociale qui assied la domination, on se dit, tiens, mais c'est l'enseignement lui-même qui est mauvais, perverti, corrompu. Donc ça a conduit certains wokistes à dire, théoriciens, que les mathématiques, par exemple, c'est une science blanche, c'est une science qui a été mise en place pour pouvoir perpétuer un savoir qui est bien maîtrisé par les bourgeois ou par les dominants, de façon à faire en sorte que les personnes qui ont plus difficile en mathématiques et qui sont en fait les populations, les racisées comme ils disent, eux seront d'office exclus, ne pourront pas avoir les postes. Mais en soi, cette conception, quand on y réfléchit, elle est extrêmement raciste en fait. C'est le fait de dire qu'il y a des gens qui ne seraient pas capables d'accéder à ces vérités universelles. Donc en soi, toutes ces idées qui sont répandues me semblent extrêmement dangereuses et racistes et qu'elles doivent être combattues. Ça conduit aussi à la victimisation. À partir du moment où vous dites aux gens, vous savez, si vous ne trouvez pas d'emploi, si vous ne trouvez pas un logement, c'est normal. C'est parce que la société est raciste. Si chaque fois qu'on contrôle vos papiers, on vous frappe, etc., c'est normal. C'est parce que la police est raciste. Et donc, ça conduit les gens non seulement à se victimiser, à développer un ressentiment par rapport à cette société, un ressentiment par rapport aux Blancs, mais ça le conduit aussi à se dire, tiens, mais à quoi bon? Pourquoi est-ce que je me fatiguerais encore à étudier, à me lever tôt le matin, à lutter? C'est tout soit un discours mobilisateur. C'est vraiment le contraire du discours libéral qui est quand même de se dire, tiens, mais la vie, il y a tellement de choses à faire, il faut avoir de l'enthousiasme et se dire qu'il y a plein de choix, on n'a jamais eu autant de possibilités, etc. Ici, c'est un discours qui nourrit un peu les passions tristes, qui est un peu mortifère en fait et qui nourrit des passions malsaines en fait, quoi. Ça conduit aussi au fanatisme à pas mal de points de vue, à l'intolérance. Lorsque l'expression qui synthétise assez fort cette intolérance et cette espèce de mépris, c'est l'expression OK boomer en fait. C'est lorsqu'on dit tiens mais on sait déjà, toi qui es blanc, toi qui es plus âgé, ce que tu vas nous dire, ça ne nous intéresse pas quoi, en fait, quoi. Ça conduit au repli sur soi aussi et se dire tiens mais moi, je crois que c'est important qu'il y ait des dialogues entre générations. C'est tout aussi important pour les jeunes d'apprendre des choses des anciens que les anciens d'apprendre des choses des jeunes, en fait, quoi. Et là, il y a un concept qui me semble l'expression même de l'intolérance, en fait, c'est le concept problématique. Quand vous dites que quelque chose est problématique dans le vocabulaire wokiste, ça veut dire par exemple, tiens, il n'y a pas assez d'homosexuels dans les premiers rôles à Hollywood. Ou par exemple, tiens, c'est problématique qu'on mentionne le sexe sur la carte d'identité. Ça a l'apparence de quelque chose d'objectif, en fait. Mais alors, on va dire qu'une théorie est problématique, mais on va aussi dire peut-être qu'une personne est problématique. Et ça a l'apparence d'être objectif, mais en fait, c'est rien d'autre qu'un jugement de valeur qui est d'une intolérance absolue, qui est arbitraire et injustifiée. Et donc, on va dire, oui, c'est problématique d'inviter telle ou telle personne à cette conférence, ou c'est problématique d'avoir une conférence sur tel ou tel sujet. C'est effectivement une forme d'intolérance absolue. Donc, il y a beaucoup d'objections qu'on pourrait faire. Il y a aussi parfois même une résurgence du puritanisme. Quand vous regardez un peu la flair de la Kissgate, en fait, en Walt Disney, c'était l'idée que la Belle au bois dormant, ça attaque aussi beaucoup la culture, donc ça crée des interdits, il faut créer des parités, etc. La Belle au bois dormant, elle est réveillée par un baiser non consenti. Alors bon, ça fait sourire, effectivement. En toute rigueur des termes, c'est vrai. Moi, je suis ouvert à toutes les critiques.
C'est vrai qu'elle n'a rien demandé, cette pauvre Belle au bois dormant, enfin Blanche-Neige aussi d'ailleurs. On pourrait évidemment, mais le problème c'est que ça a servi de prétexte à une institution comme Walt Disney, qui était vraiment très très gagnée aux thèses du wokisme, pour pouvoir alors censurer pour tous les pays à population musulmane, toutes les scènes où il y a des baisers ou des marques d'affection entre un homme et une femme, en fait, quoi. Et là, je trouve ça vraiment déplorable parce que ça attente à l'intégrité des œuvres et ça conduit vraiment à ce qu'on appelle la cancel culture. Et un autre exemple, c'est le fait d'avoir maintenant des sensitive readers, c'est-à-dire des gens qui réécrivent des bouquins pour enlever les mots problématiques ou les passages problématiques, que ça soit dans l'œuvre d'Agatha Christie, de Ian Fleming, hein, donc James Bond, etc., etc. En fait, quand vous regardez le roman du totalitarisme, hein, le grand roman du totalitarisme, c'est 1984 de George Orwell, Winston, le héros principal, c'est son métier en fait. Il réécrit les livres en fait, il réécrit le passé, quoi. Et donc quand vous réécrivez les œuvres littéraires, en fait, ce que vous considérez, c'est que c'est plus une œuvre en fait. Une œuvre, on peut la critiquer parce qu'elle témoigne peut-être de préjugés sexistes, racistes, etc. Ça, c'est vrai. Et donc, il faut pouvoir l'analyser, reprendre le contexte, et ça peut être une discussion intéressante. Mais ici, on considère les livres non plus comme des œuvres, mais comme des produits. Des choses qu'on peut réécrire comme ça, en véhiculant l'idéologie du temps en question. Et ça empêche évidemment les gens de réfléchir, ça empêche d'être conscients. Donc le fait de tenir à l'écart, c'est aussi ça, une grande critique qu'on peut faire du wokisme. Les jeunes, en disant qu'on n'a pas envie de les blesser, de les heurter. On a parfois parlé de génération... c'est Caroline Fourest qui parle de la génération offensée, qui tout de suite se vexe, qui confond une critique avec une agression. On parlait aussi aux États-Unis, c'est un autre best-seller, la génération Snowflakes, donc les flocons de neige en fait. Hein, donc les gens qui doivent à tout prix être protégés dans les campus américains, vous avez ce qu'on appelle des trigger warnings, hein, c'est-à-dire qu'on va dire tiens, mais la fois prochaine, on va parler de l'esclavagisme, ou on va parler du génocide, etc., etc. Enfin, on va parler d'un épisode historique. Donc, ceux qui veulent n'ont pas l'obligation de venir au prochain cours parce que vous risquez d'être offensé. Mais je trouve ça tout à fait contre-pédagogique, quoi. Je veux dire, vouloir prémunir les gens de la réalité, c'est absurde. La réalité, elle est malheureusement dure, elle est parfois même violente, mais il faut quand même s'y confronter et savoir ce qu'il en est, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on peut s'armer et savoir argumenter par rapport à ça. Vous avez même aux États-Unis ce qu'on appelle les safe spaces, hein, c'est des endroits où, en fonction de votre couleur de peau, vous pouvez vous abriter de peur d'être... Et c'est tout à fait le contraire du culturalisme. Et puis il y a aussi dans la culture, hein, on pourra en parler des heures, hein, mais cette idée que on ne peut pas faire de la réappropriation culturelle. Et donc, le fait d'utiliser des vêtements appartenant à tel ou tel type de tradition, le fait d'utiliser, de se faire des rastas, enfin autre chose comme ça va être considéré comme le fait qu'on va voler une culture à une autre. Enfin, dans notre culture, on va voler... En fait, c'est le contraire même je crois, enfin, le concept de réappropriation culturelle, c'est le contraire même de ce qu'est la culture, c'est-à-dire c'est même un oxymore, réappropriation culturelle. La culture, quand on regarde réellement ce que c'est un phénomène, moi, qui me passionne depuis toujours, c'est nourri d'emprunts et de métissage à plein d'autres cultures, quoi. Les grands artistes, ils ont toujours des inspirations. Vous n'auriez jamais eu Léonard de Vinci, Michel-Ange sans la Grèce antique. Vous n'avez pas la culture romaine sans la culture grecque. Vous n'avez pas le rock sans le blues. Et le blues qui lui-même est le chant des esclaves noirs dans les champs de coton. Il y a plein de dettes et de redevabilités qui font qu'une culture qui est vraiment riche, c'est une culture qui emprunte. Or ici, avec ce concept de réappropriation culturelle, vous retrouvez cette idée de particularisme, de repli sur soi, et qui, encore une fois, ne peut que nourrir la violence. Hein. Quand les gens ne peuvent plus s'emprunter des références mutuelles, ils ne peuvent plus créer un monde commun. Et c'est ça qui est la tragédie, comme je pèse mes mots, du wokisme, c'est qu'effectivement, il divise les gens et les met sur le pied de la guerre, en fait. Merci beaucoup. On comprend aussi les dangers du wokisme, mais on se rend compte aussi que le politique, aujourd'hui, a pris possession du sujet. On voit, par exemple, la récente élection et l'accession au pouvoir de Donald Trump, qui est profondément opposé au wokisme et qui a déjà même pris des mesures contre certains excès, en tout cas du wokisme. On voit même ici, hein, depuis 2 jours, on a Bart de Wever comme Premier ministre qui a écrit un livre contre le wokisme. Est-ce qu'on va vers, disons, une espèce de bannissement politique du wokisme ?
Oui, c'est un immense sujet, hein. Il faudrait peut-être refaire une conférence là-dessus. Mais globalement, c'est un nouveau phénomène, hein. Vous avez tu as tout à fait raison, effectivement, de le souligner. C'est vrai que, moi, Trump, c'est pas du tout ma tasse de thé à pas mal de points de vue. Je trouve que c'est un peu une tragédie aussi qu'il soit. Et encore une fois, c'est un peu le frère jumeau, évidemment, du wokisme. Mais c'est vrai qu'évidemment, ça marque un coup d'arrêt, je crois, un assèchement. En tout cas, au niveau des campus américains, il a pris, je pense, un certain nombre de mesures pour éviter ces agressions. Et j'ai lu qu'il a maintenant décidé d'arrêter de financer toutes ces studies, etc. Bon, ça serait dommage si on arrêtait de financer des départements qui sont scientifiques. Bon, j'ai dit ici que la plupart de ces départements-là avaient cessé d'être scientifiques parce qu'ils n'étaient plus ouverts à la critique, etc. J'espère qu'il y aura quand même encore un certain nombre de choses qui seront financées. En Belgique, je pense que c'est plus léger, hein, mais je crois quand même que si on veut lutter contre le wokisme, j'ai donné les 4 caractéristiques. Je crois que c'est quelque chose auquel on va être très attentif. C'est que s'il y a un recours au racisme, au sexisme, à la violence, etc., dans toute une série d'associations, et c'est le cas, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, nous, on est déterminés effectivement à couper les subsides, si ces comportements existent, à toutes les associations, effectivement, dans les gouvernements qui sont déjà en place ou ceux qui vont être mis en place. Et dernier élément, je crois que ce qui a énormément changé ces derniers temps, c'est la reprise du réseau X, Twitter par Elon Musk, et le fait aussi que Mark Zuckerberg s'aligne sur cet agenda anti-wokiste. Et quand je parle de ces deux-là, je pense que c'est quasiment tous les réseaux sociaux qui vont plus ou moins, sauf quelques-uns, se plier à ça. À pas mal de points de vue, c'est positif. Je veux dire que là, il y avait une très grande censure qui existait il y a encore quelques années. Vous ne pouviez même pas poster un tableau avec une femme nue, etc. Donc, parce qu'il y avait un politiquement correct extrêmement excessif, mais ce qui est évidemment très négatif, c'est qu'on voit ressurgir des insultes et des outrances, et c'est devenu quasiment, je ne vais pas dire un dépotoir, hein, mais quand vous regardez vraiment, c'est devenu très très agréable d'aller sur les réseaux sociaux, tellement il y a de la violence qui s'est développée, et violence qui ne vient pas nécessairement uniquement de l'extrême droite, hein. Elle vient aussi, comme je le disais tout à l'heure, de l'extrême gauche, quand on voit un petit peu les déferlements et les accusations dont on est l'objet nous-mêmes au sein du parti, d'être soit raciste, d'extrême droite, transphobe, etc. Il n'y a plus aucune limite, en fait, quoi. Donc là, je pense, j'ai écrit récemment un article avec Mathieu Michel qui a été publié dans l'Express, où là, on essayait de montrer qu'il y avait sans doute moyen de responsabiliser beaucoup plus ces réseaux, en permettant évidemment à ceux qui le désirent de s'authentifier avec leur vraie identité, et qu'alors ça permettrait à ceux qui veulent aller sur les réseaux de ne pouvoir être mis en contact qu'avec les gens qui se sont authentifiés. C'est un grand principe libéral. À partir du moment où vous êtes libre de faire quelque chose, vous devez être aussi responsable. Et vous devez être tenu responsable des propos. À partir du moment où vous êtes plus couvert de façon anonyme, à ce moment-là, évidemment, vous allez être beaucoup plus respectueux, hein, un peu comme on l'est dans la rue. On ne va pas commencer à insulter comme on le fait sur Twitter. Mais je crois que l'anonymat reste quand même, en tant que libéral, quelque chose d'important, surtout si vous vivez dans un État totalitaire. C'est important que les gens qui se battent pour la liberté puissent ne pas être poursuivis ou fichés par des États totalitaires. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci beaucoup d'être venu. Ça a été un grand plaisir de t'écouter. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, à tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la FEL. Et alors, si ici la discussion vous a plu, n'hésitez pas non plus à aller regarder les réseaux sociaux du Centre Jean Gaulle, où il y a d'autres études dans le genre. Et alors, à nous donner votre avis. Merci beaucoup.